Madame, bonjour. Est-ce que vous Bonjour. pouvez commencer par vous présenter? Bon, alors je m'appelle Rosette Schwarzambert, épouse Lévy, et je suis née à Montmorency le 18 juillet 1924. Euh, mon père, euh, mon père venait de Pologne à l'âge de 18 ans pour une émigration. Et Votre père est arrivé en France à peu près en 1910? oui, sans doute, oui, à peu près. Il avait 18 ans et il doit être né en... euh, je sais pas, Et je sais pas. donc il arrive en France seul? Il arrive en France seul, je sais qu'il a 18 ans. Il a commencé par amener des saucissons polonais pour aller les vendre dans le quartier du Marais où il y avait tous les juifs de Pologne. Et après, il est parti, il a vendu des coupe-choux, des rasoirs coupe-choux qui venaient de Suède. Et après, il a acheté le crochet X, je trouve pas le mot, le, Pour accrocher les tableaux? oui, il a acheté le, Le brevet? le brevet et il était détendeur du brevet unique en France et il a développé sa petite industrie très brillamment. Donc il est d'accord. Donc il a une petite une affaire. Oui, une Donc il a une affaire. usine, il Oui, fabrique des crochets X. oui, oui. Euh, il rencontre votre mère, elle vient d'où elle? Alors ma mère était née en France et elle a vécu dans un orphelinat parce que sa mère était morte et son père était voyageur de commerce, enfin un peu polonais. Je n'ai pas connu la famille de mes parents. Je n'ai pas du tout connu. Je sais que ma mère est née dans un orphelinat et qu'elle a été présentée à mon père par une cousine. Et bon, ben, ils se sont mariés. Ma mère devait avoir 24 ans quand ils se sont mariés. Qui se marie dans les années 20, enfin dans les années... Attendez, alors moi même je suis... avant, oui, même avant. Vous êtes né vous en 1924? Oui, alors bon, ils se sont mariés. J'ai eu six frères et sœurs avant. J'ai une sœur qui a 18 ans de plus que moi. Donc si elle est née... elle est née 18 ans Avant avant vous? 1924, non? D'accord. Oui, oui, elle est née 18 ans avant Ouais, 1924, ouais, avant votre naissance. Ouais, oui. d'accord. Et donc, vos parents vous vivez, toute votre famille, à Montmorency. On vit à Montmorency. Alors, On a une grande propriété. On une est maison donc. très, oui, très confortable. On est un peu comme des bourgeois, hein, on peut dire. Grâce à la Et réussite de votre père. oui, oui, absolument. Oui, il n'y avait pas d'argent qui est venu de nulle part. C'est mon père qui a réussi dans son affaire très brillamment. Et il a pu élever ses 8 enfants, bon, dans l'aisance, disons. Donc, c'est une grande maison Une grande maison, avec un jardin. un grand jardin, un grand terrain, je sais pas, 2000 mètres carrés. Et c'était une des belles maisons de Montmorency qui a été démolie pour vendre le terrain, pour construire des immeubles, de façon à ce que chacun des enfants ait sa part d'héritage. Parce que personne n'était en état de racheter cette grande maison et de payer. Voilà. Donc, si je comprends bien, votre père, alors votre mère, elle a la nationalité française. Elle est née Elle en est née en France. France, oui, Les enfants sont tous français puisqu'ils sont nés en France. tous. Et votre père, est-ce qu'il a la nationalité française? Alors mon père a fait la guerre de 14, il s'est engagé pour faire la guerre et il a obtenu la nationalité française par son, Par son son engagement. engagement. Et en 1917, il a été blessé et grâce à ça, il n'a pas fait Verdun et l'horreur de Verdun. Donc euh, tout Donc, ça, c'est avant ma naissance, donc c'est pas,
c'est pas trop vivant dans ma tête, c'est ce qu'on m'a raconté. Chez vous, à votre domicile, dans votre famille, on parlait français. On ne parlait que le français, parce que ma mère n'a jamais parlé autre chose que le français. Et nous, on n'a jamais appris que le français à la maison. Les amis de vos parents, les gens qu'ils voient, euh, est-ce qu'ils sont juifs pour la plupart d'entre eux ou pas du tout? Oui, ils sont tout à fait juifs. Et ils appartiennent au même milieu social? Oui, parce que mon père fréquentait des gens plutôt de son milieu. C'était notamment, c'était des cousins de la famille. C'était pas tellement des amis, c'était la famille. Et c'était des enseignants, des directeurs d'école, voilà. Bon, qui étaient également français et qui également ont été déportés et ne sont pas revenus. Vos parents, dans les années qui précèdent la guerre, euh, comment est-ce la France, comment est-ce qu'ils la considèrent, comment est-ce qu'ils la voient? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'il y a Euh, Moi, j'étais une petite fille, hein. Et dans l'éducation de l'époque et de mon père, les enfants, c'était... Bon, ils n'étaient pas tellement considérés. On ne leur parlait pas tellement. On parlait entre nous, mais... Et je sais que mon père était sioniste, qu'il a été une fois en Palestine. Et ma mère, à la naissance de mon petit frère qui avait 4 ans de plus que moi, de moins que moi, est restée paralysée. Donc moi, j'ai toujours connu ma mère dans un fauteuil et paralysée, qui ne sortait jamais. Voilà. Et la maison n'était pas tellement gaie. Les parents n'étaient pas gais. Il n'y avait pas tellement de dialogue avec les parents. qui est-ce qui s'occupait de vous, Bon, il y avait... des domestiques? Oui, il y avait des domestiques. Il y en avait une ou deux quand j'étais très jeune. Après, il y en avait une qui faisait la cuisine. Et puis, j'avais peut-être mes sœurs aînées qui s'occupaient bon, un peu du ménage. Vous disiez il y a un instant, mon père était plutôt sioniste. Est-ce qu'il a eu le projet dans les années 30 de partir vivre en Palestine ou pas du tout? Je ne sais pas, mais étant donné l'état de sa femme, c'était exclu. Il a voyagé tout seul. Il avait de la famille en Pologne. Il a été seul voir sa famille. Et ma mère était à la maison. Mais c'est des souvenirs très, très vagues. Je ne les vis pas tellement vraiment. Et est-ce que dans votre famille, avant-guerre, on pratiquait la On religion? faisait le Shabbat, on allumait une bougie, on ne mangeait pas cachère et on allait à la synagogue. Mon père allait à la synagogue pour toutes les fêtes, ou presque toutes, enfin, les principales en tout cas. Donc tous les enfants, enfin vos frères aînés ont fait par exemple leur bar mitzvah, etc. Et oui, ils ont fait leur bar mitzvah, oui. Les garçons, hein. Les garçons. Les filles, ça se faisait pas tellement à Ah oui? l'époque. Ou dans mon milieu, je ne sais pas si ça se faisait ailleurs, mais il y avait que les garçons qui ont fait leur bar mitzvah. On en arrive à la déclaration de guerre. Oui. Au moment de la déclaration de guerre, donc en septembre 1939, que fait votre famille? Alors, je pense que c'est à ce moment-là qu'on est parti en voiture avec ma mère, mon père, et puis il y avait 2, 3 enfants, et les autres ont dû partir par le train, et on s'est donné rendez-vous. D'abord, on est parti en Normandie, et on est resté quelque temps là, et le rendez-vous, c'était vraiment Limoges. On avait dit tous qu'on devait se retrouver à Limoges, et Pardonnez-moi, pourquoi être passé par la Normandie pour aller à Limoges? je ne sais pas, justement, ça a été la question. Pourquoi il a peut-être pensé, mon père, que la guerre ne durerait pas et qu'en n'étant pas très loin, il pourrait revenir. Alors Mais que... donc ce départ de Montmorency, il a lieu avant même l'attaque allemande, puisque l'attaque allemande, Oui, non, l'offensive contre la France, c'est mai-juin 40. non, mais... Donc c'est bien avant, c'est dès la déclaration de guerre. Ben oui, autant que je me souvienne.
Et j'ai personne, si je peux, j'ai Mais, une de mes sœurs qui et par pourrait... exemple, est-ce que vous avez le souvenir, vous étiez seul à partir ou il y avait beaucoup de monde? Non, il y avait ma mère. Non, mais dans la famille, je comprends bien, mais autour de vous, est-ce que Je vous... pense qu'on est tous partis. Oui, mais est-ce qu'il y avait beaucoup de monde sur les routes, par exemple, mis à part vous? Alors Est-ce que écoutez, vous avez des souvenirs de cohue, pour la Normandie, il n'y avait pas de cohue. Je sais qu'on a eu un petit accident, qu'il y avait un matelas sur le toit et que dans un virage, la voiture a un peu basculé. Et il fallait sortir ma mère qui était paralysée. Et il n'y a pas eu de dégâts, on est reparti comme ça. Mais pour Limoges, euh, on a vécu l'exode. Donc c'était certainement... Et donc l'exode, c'est pas en septembre Et 39. ben voilà. L'exode, Mais la première c'est en juin étape, 40. la Normandie, même mon père nous avait inscrits à des cours par correspondance pour qu'on continue bon, les classes. Alors donc, Une première étape, ça a été la d'accord. Normandie, et sans doute que jusqu'à la... L'attaque allemande, vous êtes en Normandie et ensuite vous allez à Limoges. Oui, on a été à Limoges, et... À Limoges, vous vous retrouvez tous, puisque c'était le point de rendez-vous, vous arrivez à tous vous Mais on retrouver. est tous, on a tous été, écoutez, c'est vraiment, on a tous été chacun de son côté. Et je sais qu'on a vécu l'exode, nous, moi, j'ai vécu l'exode avec une sœur, avec deux sœurs et un frère. On a vécu l'exode. Et je me souviens qu'on a été, les Allemands, c'était donc l'attaque allemande, on nous mitraillait sur les routes. Donc ça, c'est en juin 40. Juin 40, oui, ça j'avais pas, oui. Et mon père et ma mère sont partis en voiture pour Limoges. Et les enfants qui étaient un peu partout, nous on était en Charente à ce moment-là, l'exode. Quand vous arrivez à Limoges, vous habitez où? Euh, on avait un frère qui était contrôleur laitier en Tunisie, je crois, oui. Et son patron avait un appartement à Limoges à louer. Et on a pu louer cet appartement. Donc là, toute la famille se retrouve donc à Limoges. Oui, enfin, oui. Et vous y restez. C'est-à-dire que vous ne remontez pas à Ah Paris. non, non, on reste. On reste. Je crois qu'il y a déjà la zone libre et la zone occupée, Mhm. je crois. Mais que devient l'entreprise de votre père à ce moment-là? Alors, elle est mise avec, sous un, comment on appelle ça, Un gérant? pas un gérant, c'est un administrateur. Un administrateur des biens juifs. Oui, mais ça, c'est plus tard. Là, je parle l'année 40. L'année 40, votre père, il continue à avoir son entreprise, même s'il n'y Oui, travaille mais plus. il n'est pas là. Il n'est plus là. Alors, D'accord. je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Oui. D'accord. Alors, justement, autour de ces questions, euh, autour des questions de législation anti-juive, très, très vite, il y a des lois anti-juives. Oui. Est-ce que vous avez souvenir de ces premières lois? Est-ce qu'il y a Est-ce que vous en parliez chez vous? Est-ce que vous vous souvenez de ça ou pas du tout? Je vais vous dire quelque chose. Avec Auschwitz, tout est balayé. Mes souvenirs, ils se sont envolés. Mes souvenirs de mon enfance, ma vie à Limoges, tout, C'est-à-dire tout ce qu'il y a avant Auschwitz? ça a effacé. D'accord. Mais là, vous grattez pour trouver quelque chose. Mais bon, c'est quand même... ce que je vous dis est vrai. Oui, oui. C'est un peu vivant en moi. Mais j'ai souvent dit, les Allemands m'ont volé ma jeunesse et mon passé. D'accord. Et peut-être que maintenant, il y a un peu de passé qui revient. Mais bon, ça a été vraiment quelque chose de très dur de perdre son passé. Vous êtes donc à Limoges. Qu'est-ce que vous faites à Limoges? Ben, j'étais dans une école. J'étais dans une école et après, je crois que j'ai été dans apprendre la sténodactylo parce qu'il fallait travailler. Mon père ne travaillait plus, il n'avait plus d'argent de son entreprise il y avait l'administrateur des biens juifs. Et alors là, c'est en
en 43 ou 42, j'étais dans une école où j'ai appris sténo, dactylo, comptabilité. C'est contraire à moi, mais bon, je l'avais appris. Et la dactylo que j'ai appris à 16 ans, ça me sert pour l'ordinateur maintenant, parce que j'ai pas oublié dans mes doigts, c'est resté, la mémoire est restée dans mes doigts. Mais bon, à part ça, je peux vous dire que en j'étais arrêtée en février. En fin janvier, j'avais trouvé un travail sténo, dactylo, comptabilité, enfin quelque chose comme ça, où je suis restée 2 jours et demi, et l'autre demi, les Allemands sont venus m'arrêter. Alors là, je peux vous donner la date, j'étais arrêtée le 6 février, 6 mars. Le 7 février 44. 7 février, j'étais arrêtée. 44, hein, 1944. J'ai été déportée le 7 février 44. Donc j'ai été arrêtée 1 mois plus tôt. D'accord. Enfin, j'ai sauté un peu les étapes, mais quand vous êtes à Limoges avec votre famille, vous êtes à Limoges sous votre vraie identité. Oui, mais on devait se déclarer à la mairie. Voilà. Et mon père a dit, mais j'ai fait la guerre de 14, on ne risque rien, on va se déclarer. Et on a tous été déclarés à la mairie. Vous êtes tous allés vous faire recenser. Ouais. Donc avec votre adresse. Bah oui, ouais. Comme ça, ils nous ont trouvés facilement. Donc vous n'avez aucun faux papier, aucun membre de votre famille n'a de faux papiers au moment des arrestations. Non. Et moi, je voulais faire des faux papiers. C'était, je sais pas, quelques semaines avant mon arrestation, parce qu'il y avait à Limoges de plus en plus de rafles. Et mon père s'y est opposé, enfin complètement. Bon. Donc vous êtes finalement arrêté à Limoges donc en février 44. Oui, le 7 février. Alors, vous êtes arrêté, et vos parents, qu'est-ce qui leur arrive? Vos frères, ceux qui sont là? Ma mère est décédée. Votre mère est décédée avant? Oui, à Limoges? en 43. En 43. Oui. Et comme elle était paralysée, ça a été une chance. Parce qu'il l'aurait pris, il nous aurait pris avec, et puis bon, on serait tous passés au crématoire. Alors que là, bon, elle était décédée. Et si, avant mon arrestation, vous êtes satisfait, je peux parler de l'arrestation. Enfin, c'est peut-être un peu tôt. Non, on est là sur l'arrestation. Alors, votre petit frère est arrêté en même temps que vous? Oui, mais bon, je vais quand même raconter, ça m'est pas agréable de raconter comment ça s'est passé. Une de mes sœurs, avec 2 enfants ou 3, habitait au rez-de-chaussée. Mon père habitait au premier étage. Ils ont frappé au premier étage et il n'y avait personne. Mon père n'était pas là. Et ma sœur a entendu... elle s'appelait Galperin. Donc on a dû lui demander, les Allemands ont dû lui demander son nom. On lui a dit, est-ce que vous savez où est le monsieur? Alors elle a dit non. Il a dit, si vous le voyez, vous lui direz qu'on viendra à 1h. Bon. Et là-dessus, elle est sortie avec ses enfants. Moi, je suis revenue de mon truc de charbonnier, là où je travaillais. Mon petit frère qui avait 15 ans, hein, il est né au mois d'août, il avait 15 ans et venait du lycée. Et j'ai une autre sœur qui était là. Et dans la rue, il y a eu un conciliabule, savoir s'il fallait être là quand les Allemands arriveraient. Bon, alors on a discuté, et à la fin, il a été décidé que quelqu'un devait rester. Et moi, j'ai dit, j'ai pas d'enfant, mon autre sœur s'occupait de mon père, j'ai dit, moi, 18 ans, 19 ans, bon, c'est un peu fanfaronnant, et puis ignorant tout. J'ai dit, si quelqu'un reste, ça doit être moi.
Et mon frère m'a dit, mais si tu restes, je reste avec toi. Je dis, mais toi, tu dois rester au lycée, tu dois aller au lycée. Il m'a dit, non, non, si tu es là-bas, je tiens à rester avec toi. Voilà. Donc, on a été au rendez-vous. À 1 heure pile, les Allemands sont arrivés. Pardonnez-moi, mais on est en février 44. À cette date-là, euh, vous imaginez que si les Allemands, si vous allez à ce rendez-vous, vous imaginez quoi? Vous imaginez que vous allez être arrêté ou pas Du du tout? tout? Non, on n'imagine rien. Mes sœurs aînées, quand même, il y en a une qui avait 30 ans et l'autre 25 ans. On a dit, bon, ben, on a bonne conscience, bon, ils donnent un rendez-vous, on va aller voir ce qu'ils nous veulent. Mais c'est-à-dire, ça veut dire que vous ne vous rendiez pas compte que les Juifs étaient arrêtés? Si, parce on voyait, il y avait des rafles sans Ouais. arrêt. Mais vous savez, Et donc ça veut dire aussi que probablement vous n'aviez pas, enfin, les rumeurs, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent sur qu'est-ce qu'on fait j'avais même tous ces entendu, gens arrêtés. j'avais entendu la radio anglaise avec mon père. On allait à Oradour-sur-Glane se cacher quand il y avait des rafles à Limoges. Et à Oradour, on a entendu Thomas Mann qui parlait des wagons à Bestion qui étaient gazés avant l'arrivée. Et j'entends encore mon père dire qu'est-ce que c'est qu'un homme pareil, un écrivain de cette qualité peut dire des conneries comme ça. Et puis, moi, quand j'étais arrêtée, j'ai plus jamais pensé à ça. Mais C'est étonnant, mais c'est comme ça. de retourner donc chez vous, enfin, vous ne vous dites pas que vous risquez, que vous allez être arrêté, Du tout, du tout. du tout. J'étais très fière d'avoir cette responsabilité. Donc les Allemands arrivent à 1 heure. Ouais. On était en train de manger avec mon petit frère et ils ont dit vous dérangez pas, très poli. Bon, on continue à manger tranquillement. On a continué à manger, puis ils ont regardé l'appartement, ils ont regardé une photo de famille. On était les parents avec les 8 enfants et ils m'ont demandé qui était qui. Et j'ai une sœur que je venais de perdre depuis 15 jours et il me dit et celle-là, je m'entends encore dire elle est morte il y a 15 jours. Et ils ont dit, bon, ben, vous prenez une couverture, vous n'avez pas besoin de bagages, prenez juste une couverture et venez avec nous. Et là, ils nous ont emmenés dans leur traction jusqu'à la Gestapo de Limoges, où on a été interrogés. Et un souvenir, même pas de l'interrogatoire, mais je voulais aller aux toilettes et il y a un Allemand qui a mis le pied entre la porte et... Bon, on ne voulait pas que ce soit fermé. Et après, on nous a emmenés à la prison de Limoges. Et vous êtes resté là. Donc vous étiez là, vous êtes encore avec votre frère, Oui, oui, avec mon frère et puis avec d'autres juifs qui étaient arrêtés. qui était arrêté. Vous restez quelques semaines là-bas? Oui, puisque j'ai été déporté le 7 mars, donc c'était le 7 février. Je crois que qu'on est resté une semaine à Drancy. Oui. Donc on est resté 3 semaines à la prison de Limoges. Et à la prison de Limoges, il y a eu d'abord des gardiens de la Wehrmacht qui étaient très très sympas avec nous, qui ont passé des lettres, qui étaient vraiment... bon, on n'était pas inquiets si vous voulez. Et après un certain temps, il y a eu des types des SS qui sont venus nous garder, qui étaient des vrais chiens hargneux. Enfin bon, c'était un avant-goût bon, un petit avant-goût de... Vous étiez dans une cellule, vous étiez seul? Non, on était j'étais avec une dame, Vous étiez deux? oui. Je lui ai même laissé mon lit parce qu'elle était vieille, elle devait avoir 40 ans. Et j'ai dit, mais moi, ça m'est égal de coucher par terre. Et mon frère était avec son mari. Et ces gens-là, c'était les organisateurs du festival de Strasbourg. C'était des personnalités. Et ils avaient des relations à Limoges, sûrement des grandes relations, parce que ils sont sortis de la prison de Limoges. Et ça, c'était extrêmement rare de pouvoir, dans les mains de la Gestapo, de pouvoir en sortir. Et cette dame m'a dit,
je peux vous dire que quoi qu'on a fait pour nous, ça sera fait pour vous, parce qu'on avait vraiment bien sympathisé. Et puis est arrivé le moment où moi j'ai été arrêtée, et ben voilà, Vous avez été déporté, vous voulez dire? Arrêté, vous Oui, étiez déjà déporté? on est parti de la prison de Limoges. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que à Limoges, il y a un historien à Bordeaux qui connaissait un historien de Limoges. J'ai mon fils qui est médecin à Limoges, hein, qui se connaissait, et il lui a dit ben, qu'est-ce que c'est que cette lettre dans les archives de monsieur et madame Wolf qui ont fait des démarches pour Rosette Schwarzenberg et André Schwarzenberg. Et j'ai su ça après la mort. Donc Et ils ont tenu parole, ils ont vraiment essayé voilà, de vous oui, faire ça, sortir. je suis très très émue parce que, bon, ils sont morts avant que je le sache et ils ne m'en ont jamais parlé. Parce que vous les avez revus après-guerre? Ah oui, j'ai été souvent au Festival de Strasbourg, ils m'ont vraiment considérée un peu comme une fille. Enfin, bon, c'était des gens formidables. Et ils avaient fait intervenir, je crois, le préfet de Limoges, qui connaissait la Gestapo, et pour eux qui étaient organisateurs du festival, il y avait eu cette dérogation. Mais bon, c'était tout à fait exceptionnel. Donc à Limoges, c'est votre première expérience de l'enfermement Oui, à la prison. à la prison. Et est-ce que, euh, est-ce que vous avez eu faim? Vous êtes resté 3 semaines? Non, je me souviens pas, mais sûrement pas. Sûrement Sûrement pas. pas, j'avais un très bon moral. On se disait, mais on fera comme les autres, on ira travailler dans les usines. Nous, on était persuadés qu'on nous emmenait pour travailler. Tous ceux qu'on arrêtait, c'était des travailleurs dans les usines, dans notre imagination. Et je pense qu'à Limoges, à la prison, on n'a pas eu faim, à Drancy non plus. Et je peux vous dire qu'après Auschwitz, bon, ça, ça s'est plus ou moins effacé. De toute façon, l'horreur d'Auschwitz, tout le reste était du gâteau. Voilà. La prison de Limoges, c'était merveilleux par rapport à Auschwitz. Drancy, il n'y avait pas mieux. Bon, c'est des impressions que j'ai gardées en revenant, en cherchant, en analysant. À la fin du mois de février, donc vous quittez Limoges. Quand vous étiez dans la prison, vous aviez des contacts avec votre frère? Pendant des promenades, vous aviez des Oui, moments là? certainement. Et donc vous quittez Limoges et là vous êtes amené avec votre frère à Drancy. Oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu une lettre. Je fréquentais un jeune homme et il m'a écrit à Limoges, à la prison, quoi qu'il t'arrive, je t'attendrai. Et j'ai l'impression que c'est ça qui m'a sauvée. Enfin, ça fait partie de l'espoir que je devais avoir, que je devais rentrer parce qu'il m'attendait. Et ça a été très important pour moi tout le temps. Voilà. Donc, Limoges et Drancy, c'est des anecdotes par rapport à Auschwitz. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Drancy, enfin, c'est des anecdotes, je comprends bien ce que vous dites, mais euh, quand vous arrivez à Drancy, c'est la première fois que vous êtes confronté quand même euh, à l'internement et un internement racial. Oui, Parce qu'à Limoges, il y a d'autres prisonniers, oui, Drancy, il y a des que des juifs. juifs, que des juifs. Alors, est-ce que vous pouvez décrire quand même l'impression que ça vous fait quand vous arrivez dans le camp? Est-ce que vous avez des images qui vous restent? Pas trop. Pas trop. Pour moi, je crois que j'avais écrit, c'est bon, il y avait une grande solidarité, autant que je me souvienne, et j'ai écrit à ma famille que j'avais l'impression d'être dans un grand camp scout, parce que j'avais été Quand vous dites scout j'ai écrit à ma à famille, Drancy. de Drancy, vous avez écrit à votre famille? Oui, je trouvais que c'était pas terrible. Pardonnez-moi, vous dites vous avez écrit à votre famille, donc vous avez écrit à votre famille à Limoges, Eh ben sans doute, oui. mais vous avez écrit sous quelle forme, comment? Une carte? Il y avait peut-être moyen d'envoyer des lettres de Drancy, qu'il y avait peut-être des gens qui prenaient des lettres et qui les expédiaient.
Et donc, dans ces lettres, vous Oui, je comparez trouvais pas que Drancy à un c'était camp. terrible. Oui, je trouvais pas que c'était terrible. On n'avait pas faim, on était parqués. Et puis, La nourriture était suffisante? les histoires de nourriture, là, les questions que vous me posez, euh, j'ai pas de souvenir. Sans doute que oui, c'était, on n'avait pas faim, j'imagine. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir eu faim, ni à la prison, ni à Drancy. Et à Drancy, il y a des rumeurs, parce que vous y êtes assez tard, Hmm, et donc il y a des rumeurs, enfin il y a même plus que hmm, des rumeurs, hmm, il y a des sélections, hmm, il y a des déportations qui ont lieu. oui. Euh, Oui, mais on pensait qu'on partait travailler dans des usines en Allemagne. C'était pas bon, on voyait, il y avait des convois les uns après les autres et, et on partait travailler. Pour moi, on partait travailler. Par rapport à ce que vous aviez entendu avec votre père à la BBC, Effacé. non, Bah, occulté, occulté. parce qu'il avait été tellement scandalisé de tels mensonges, mais moi, ça m'avait pas effleuré. D'accord. Et Je sais- dans le camp, il n'y a pas de rumeurs qui vont dans le même sens, c'est-à-dire des Non, gens qui disent, voilà, oui. on est envoyé, on ne revient pas, on ne va pas Non, travailler, ça, j'ai jamais on entendu disparaît. ça. Non, non, on avait l'espoir d'aller travailler et de revenir. À Drancy, vous faites quoi dans la journée? Vous y restez peu de temps, mais vous faites quoi? Euh, il y avait un prof de philo qui faisait des cours et il y avait un petit groupe qui l'écoutait, enfin bon, qui discutait. Mais c'était... Moi, dans mon groupe, ça devait être des jeunes. Et ben, les jeunes, on était plein d'espoir, la vie, et quand on est jeune, on a l'espoir de vivre. On pense pas à la mort. Vous alliez à ces cours de philo improvisés? Oui, Oui. j'étais, Est-ce que vous avez retrouvé à Drancy des gens que vous connaissiez du tout. d'avant-guerre? Non, Personne? jamais. J'ai jamais retrouvé des gens. Si, déportation, j'ai retrouvé 2, 3 personnes quand je suis revenue. Mais de Drancy, je me souviens même pas. Je me souviens de personne en particulier. Donc là, vous êtes avec votre frère à Oui, Drancy. oui. Et dans la journée, vous êtes tout le temps avec lui? Peut-être pas, peut-être qu'il est avec des garçons de son âge. Je ne sais pas. Vous restez à Drancy à peu près une semaine, et donc vous êtes déporté Le 7 mars mars, 44. oui. Euh, comment ça se passe la sélection? Comment vous la prenez? Comment ça se... La sélection, c'est à l'arrivée. Non, mais la sélection, enfin, le... Au départ, le Oui, choix. oui, le Ouais, choix. c'est pas une sélection. Non. Euh, Bon, on nous faisait monter dans les... Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas comment D'accord. c'était quand je suis partie de Drancy. Je n'arrive pas à revoir. Euh, Sans doute qu'on est monté dans des camions en cherchant, en lisant des témoignages. Mais moi, dans ma tête, je ne me souviens pas du tout. Ni le départ de la prison de Limoges, ni le départ Drancy. de Drancy. Et je sais qu'on a été dans des wagons. Comment je suis arrivée, où que je suis arrivée, je n'ai pas de souvenir. Dans le train qui va vous déporter, dans le convoi, vous Oui. êtes avec votre frère? Oui, Et donc vous êtes dans le wagon, vous montez. euh, Est-ce que vous savez combien de temps ça a duré ce voyage? 3 jours, 3 jours. oui. Et je sais qu'on nous faisait descendre pour nos besoins. On nous faisait descendre 1 ou 2 fois, je ne sais pas combien de fois, et les gens allaient dans la nature comme des bêtes. Ça, j'ai pas oublié. Est-ce qu'il y a, durant ces 3 jours, donc 3 jours et 3 nuits de Le voyage. périple, est-ce qu'il y a des moments où on vous donne de l'eau, où on vous donne à manger? Je crois qu'on a dû nous donner de l'eau 1 fois dans la journée, mais on ne nous donnait pas à manger. On n'a pas mangé du tout, mais peut-être que les gens avaient emmené à manger un petit peu, mais j'ai pas trop de souvenirs de ça. Euh,
Je sais qu'on a eu un peu d'eau, mais ça se mélange avec d'autres voyages en Allemagne. Mais là, je pense pas qu'on avait à manger. Je vois pas comment on aurait pu avoir à manger. Il n'y avait pas de tinette, donc on nous faisait sortir dans la nature et on était parqués par terre les uns contre les autres. Ça, je vois. Mais bon, Donc femmes, enfants, oui, oui, hommes tout mélangés, tout mélangé, mélangé. oui, tout était mélangé. Euh, Est-ce que vous avez le souvenir, durant ce voyage, de gens qui hurlent, qui crient, qui pleurent? Pas, pas du tout. Pas du tout. Non, pas ce voyage-là. Pas celui-là. Non. C'est Euh, le 10. Le 10 Oui, mars le 10 44, mars. Oui, donc vous arrivez à Auschwitz. oui. Euh, Est-ce que vous pouvez raconter l'arrivée? Oui, alors ça c'est précis dans ma tête. Euh, on a ouvert les wagons et ça hurlait. Les Allemands hurlaient, il y avait des chiens qui aboyaient. Et il fallait descendre, schnell, 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 vite, vite, vite. Et quand je suis sortie, moi, il me manquait une chaussure. Et il y avait un camion et j'ai mis un pied sur le camion. Et je voulais pas marcher. Et mon petit frère voulait pas aller dans les camions. Alors, quelqu'un m'a apporté ma chaussure. J'ai remis ma chaussure et l'Allemand m'a tiré sur la gauche. Il m'a empêché de monter dans le camion. Il faut dire que j'étais forte. Hein, à ce moment-là, j'étais pas grosse, mais j'étais une fille forte. Et mon petit frère, qui voulait pas aller dans le camion, on l'a obligé à aller dans le camion. Et les camions, c'était le crématoire, et à pied, on rentrait dans le camp. Quand vous dites il y a un Allemand qui m'a tiré, qui m'a empêché d'aller dans le camion, là vous n'êtes pas passé devant un officier qui a fait la sélection. C'était peut-être l'officier qui faisait la sélection, je ne sais pas. C'était un Boche, voilà, tout simplement. Ça se passait sur le quai. Le matin, le soir, la nuit. Non, il faisait jour le matin, et on a vu des centaines, des milliers, je ne sais pas, de femmes, puisque nous on était près du camp de femmes, avec des trucs sur la tête, habillées en haillons. Et là, j'ai eu le choc parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être tombée sur une autre planète, complètement incompréhensible. Et les femmes disaient, vous voyez, là, c'est le crématoire, vous voyez, fumé, c'est un crématoire. Et je me souviens que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'on raconte? On ne peut pas enregistrer. Vraiment ça, c'est impossible. Et j'ai dit, mais c'est pour nourrir tout ce monde, il faut bien un four de boulanger. Et j'ai dit, mais c'est le four pour faire le pain. Non, non, c'est le crématoire. Mais bon, je ne le croyais pas. C'est pas croyable. Hein. Donc ça, on vous l'a dit tout de suite, sur le quai. quai. Les femmes qui étaient là, c'était pour nous avertir de ce qui nous attendait. Ces femmes, elles ramassaient les valises, Non, les femmes, elles nous regardaient. Il y avait des commandos. Il y avait un commando qui s'appelait le commando de Canada qui ramassait toutes les valises. Et c'était le commando des aristocrates. Parce qu'elles avaient sous la main de quoi acheter du pain et de quoi manger. Mais nous, on est arrivés, on n'avait pas de bagages. Hein. Je crois que j'avais pas de bagages puisque l'Allemand avait dit de prendre qu'une couverture. Mais il y avait des gens qui avaient des valises et des vraies valises pleines. Et quand on est rentré dans le camp, bon, il y a cette histoire de crématoire, là, c'est très, très vivant. Et après, alors on est rentré dans une salle, on a commencé à nous raser. On nous a mis nus. Tout de suite? Oui, tout de suite. Et on nous a tout de suite tatoués. À ce moment-là, donc, vous n'êtes plus évidemment avec votre frère.
Donc, Oui, les hommes sont séparés. Moi, j'ai pensé vraiment qu'il était rentré dans le camp des hommes, puisque on niait le fait que ce soit un crématoire pour mettre des êtres humains. Voilà. C'est pas, le cerveau, la tête ne peut pas comprendre une chose pareille. Alors, Alors on vous rase la tête, on vous fait le tatouage. tatou, et puis on nous donne une soupe. Et cette soupe, c'était de l'eau avec du rutabaga. Et je me souviens que j'ai dit, ben écoutez, c'est bien, on a une soupe pour commencer, c'est pas si mal que ça. Moi, je gardais le moral toujours. Et j'attendais la suite du repas. Mais cette soupe, ça a été notre nourriture pendant 1 an et demi. C'était la même soupe, même truc dégueulasse avec des bouts de rutabaga dedans. Sans pain. Sans pain, bien sûr. Non, on n'était pas nourris. Hein. Et le matin, on avait de l'eau qui donnait la diarrhée, donc on buvait pas. Et le soir, on avait, je sais pas, peut-être 50 grammes de pain très noir, avec un tout petit bout de margarine et un rond de saucisson. Je peux dire que j'ai vécu comme ça pendant 1 an et demi presque. Et bon, on meurt pas forcément, voilà, parce qu'il y en a qui sont morts, mais on meurt pas forcément. Moi, j'ai tenu le coup. Votre frère est assassiné immédiatement? Oui, j'ai su ça à mon retour. J'étais persuadée qu'il était rentré au camp. Un garçon de 16 ans, un grand beau garçon, mince, il était très mince, mais il faisait peut-être pas assez costaud pour avoir le droit de rentrer travailler. Et j'ai su ça. Et vous, donc, vous rentrez dans le camp, vous vous installez après dans un bloc? Oui, le bloc de quarantaine. Oui. Alors, on devait recevoir cette soupe à midi, ça je me souviens pas. Et quand on est sorti de la quarantaine ou pendant la quarantaine, Ça dure combien de temps, ça? ça devait durer 40 jours, je sais pas, hein, peut-être pas autant. Bon, on perdait un peu les notions du temps et du reste. Et le premier travail, ça a été le Scheiß Kommando, ça veut dire le commando de la merde. Fallait retirer à l'appel la merde Il y avait, je sais pas, 50 mètres, 100 mètres, comme une allée avec des trous. Bon, vous avez dû entendre déjà ça. Et on devait sortir la merde, la mettre dans des grands... Ce qui est tiré par les chevaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, chariots. Des carrioles? Carrioles. Il fallait le pousser à un endroit où on le déposait. Alors là, ça a duré quelques semaines comme ça, pendant la quarantaine. Et après, ça, c'est pendant que vous êtes en quarantaine que vous faites ça? Oui. Comment ça se passe? Vous faites ça, vous commencez le matin très tôt? Là, il y a l'appel. C'était peut-être après la quarantaine, parce qu'il me semble que la quarantaine, on était enfermés. Bon, je ne sais pas. Il y a des appels qui peuvent durer de 3 heures à 6 heures, ou 3 à 7, ou de 4 à 6, et selon, on reste là, debout. Si on a la diarrhée, on est debout et on fait sous soi, mais on n'a pas le droit de bouger. On attend que l'Allemand vienne nous appeler par le numéro en allemand. Il fallait apprendre en allemand pour répondre. Et une fois que l'allemand était passé, vers 6, 7 heures, 8 heures, je ne sais plus, bon, on pouvait aller au travail. Donc votre premier commando, c'est Scheiß Kommando. Scheiß Kommando. Oui, oui. Ça dure pendant plusieurs semaines? Peut-être. Sans doute. Puisque on était en quarantaine et ça a été notre premier commando. Après, on a dû changer de bloc. Et il y avait d'autres... on a porté des pierres, par exemple. Quand vous changez de bloc, pardonnez-moi, vous êtes avec des Françaises? Il y a quelques Françaises.
D'accord. avec qui parler, mais autrement, c'est plutôt... Il y a beaucoup de Polonaises, de Russes, après, à la fin, il y avait des Hongroises, le dernier convoi, c'était des Hongroises. Elles ne sont pas rentrées beaucoup, très nombreuses, mais on était mélangés, hein. Il n'y avait pas de séparation de langue. Mais vous vous êtes regroupés entre Françaises? Ben, on restait de préférence ensemble, mais souvent, comme on changeait de bloc souvent et de travail souvent, on avait lié amitié avec quelqu'un et on était séparés définitivement, on ne se retrouvait pas. Donc il y a des changements comme ça successifs de blocs Oui, de travail, qui correspondent à des changements je crois. d'affectation. Oui, je crois, je crois. Après ce premier commando, vous travaillez dans un autre commando? Oui, hein, on n'avait pas le droit de rester au camp sans travailler. Même si on était malade, il fallait aller au revire, c'était bon. Et on n'avait pas le droit de se cacher. Ce qui m'est arrivé une fois où j'avais une fièvre de cheval. Et je suis restée 2 jours cachée. Puis le troisième, Quand vous j'ai... dites caché, c'est pas à l'infirmerie justement. Non, C'est non, caché. dans un coin. D'accord. Mais si on nous trouvait, on était battus. Alors on n'avait pas intérêt. Et puis à la fin, je suis partie à l'hôpital. Et on m'avait dit surtout n'y va jamais parce qu'il y a des sélections. Et je pouvais plus, j'avais une fièvre de cheval. Je suis rentrée à l'hôpital et puis le lendemain, il y avait la sélection. La seule fois où je suis rentrée à l'hôpital. Alors c'était le docteur Mengele qui était là. Et là, je pense que j'ai vécu une collection de miracles. J'avais plus de fièvre le matin. Je rentre avec 40 et quelques dixièmes, je ne sais pas ce que j'avais. Le matin, quand on m'a donné le thermomètre, j'avais plus de fièvre. Et le médecin, qui était hongroise, je crois, l'allemand Mengele lui a demandé, et elle, alors elle n'a pas de fièvre. Alors il m'a mis par là. Alors que par là, c'était le crématoire. Là, j'ai vraiment eu plusieurs miracles comme ça, vraiment. Ah, celui-ci c'en est un. Il y en a d'autres qui vous reviennent en mémoire? Ben, écoutez, celui-là, il est le plus frappant. Mais plusieurs fois, j'ai dit c'est vraiment un miracle, mais ça reviendra peut-être. Mais pour l'instant, non. Donc le premier commando, il y en a d'autres. Donc d'autres types de travaux. Oui, Les pierres, vous disiez? oui, il y a les pierres, fallait porter dans des espèces de brouettes sans roues. On était une devant, une derrière, portée, et il fallait mettre toutes les pierres dans un endroit. Et une fois que c'était fini, on remettait. Bon, c'était un travail très intelligent. Donc c'est un travail qui n'a rationnellement, enfin qui n'a Rien. aucun sens. Non, rien. C'est-à-dire que vous construisiez pas Rien. un mur. Non, non. Non. Vous déplaciez des pierres d'un endroit à un autre pour les Voilà, ramener ensuite. pour nous occuper. Voilà. Et j'ai cassé des cailloux avec un marteau, fallait faire des cailloux. Bon, alors ça a été quelques semaines, hein, chaque. J'ai été dans un commando de la couture. Alors là, c'était la planque. Qui décide qu'on change de commando? Comment ça se passe? Je pense que c'était comme on change de bloc. Je ne sais pas. Le commando de la couture, vous dites c'était la planque? C'était merveilleux parce qu'on n'était pas dehors, on était assis. C'était un truc sympa par rapport à le travail dehors. Moi, c'était en Haute-Silésie au mois de mars, on est en plein hiver. On avait très très froid, on n'était pas habillés, on n'était pas chaussés. Alors, on n'était pas pieds nus, mais pas bon, n'importe quoi, c'est des vêtements qu'on nous a donnés. Quand on arrive, on nous prend nos vêtements pour nous donner... on garde les vêtements, je ne sais pas ce qu'ils en font des vêtements, mais nous, on n'a plus le droit, on a des haillons. Voilà. Et dans la couture, alors fallait peut-être coudre, je ne sais pas, il y avait des gants, peut-être fallait raccommoder des gants, et qui étaient destinés, je ne sais pas à qui, pas à nous en tout cas.
Et puis j'ai aussi travaillé dans une usine où on faisait des, des nattes avec des vieux chiffons usés qui étaient destinés à nettoyer les roues des chenillettes. C'est ce qu'on nous avait dit. Et on faisait toute la journée ces espèces de nattes avec des chiffons dégueulasses, hein. Et l'Allemand arrivait, il tirait dessus. En général, ça cassait parce que c'était des chiffons brûlés. Alors il criait sabotage, sabotage. Et puis il nous envoyait dehors faire la punition. C'était, je sais pas, 20 tractions, de la course, enfin des trucs physiques épuisants. Après, on nous disait de rentrer. Bon. Et on recommençait à faire nos nattes qui ne servaient sûrement à rien, mais bon. Je pense que ça a été le dernier travail que j'ai fait parmi tous ceux. Mais il y en a sûrement que j'ai oublié, hein, mais... Vous avez, il y a des capots. Oui, elles sont pas dedans, mais elles sont responsables et elles viennent, elles sortent, enfin... Elles viennent aboyer. Mais c'est pas des Allemandes, hein, les capots. Des blocs, c'est des déportés, je ne sais pas à quel titre elles arrivent à avoir un grade pareil, mais c'est pas la bonté, pas Non, du tout. alors justement, euh, est-ce que vous pouvez parler de la, de la violence et de la violence en particulier qui s'exerce en particulier par les capots et pas seulement, Oui, aussi par les gardes. oui. Est-ce qu'il y a des événements qui vous reviennent en mémoire? Euh, et là, je crois que c'était une Allemande. Maintenant, c'était peut-être une vraie capot de bloc. Je me suis levée la nuit pour aller aux toilettes. C'était loin du bloc. Et comme il faisait noir et qu'il n'y avait personne, je me suis accroupie. Et là-dessus, il y a une capot qui est arrivée, qui m'a battue et qui m'a fait rentrer dans le bloc. Elle m'a dit maintenant, tu restes à genoux toute la nuit. Alors je me suis mise à genoux. Et au bout d'un certain temps, j'ai dit, mais je suis con, quoi. Qu'est-ce que je fais à genoux? J'ai été me recoucher. Et puis, bon, elle n'est pas revenue. Mais là, c'était violent. Je m'en souviens très précisément. C'était une souffrance particulière. Et puis, il y avait le bloc 33, je crois. Il y avait une capot qui était horrible. Et oui, un truc qui m'est revenu. On n'était pas, ce bloc n'était pas loin du crématoire. Et Vous y avez été dans ce bloc, vous y avez dormi? oui, j'étais Ouais. dans ce bloc. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé la capot. Alors elle voulait que je baisse les yeux. Et je ne voyais pas pourquoi. Bon, c'était gratuit comme son désir. Alors je n'ai pas baissé les yeux et j'ai reçu des coups, des gifles et tout. Et ma tête cognait contre le bloc. Et mes copines me disaient, mais arrête, baisse les yeux, baisse les yeux. C'était idiot, mais bon. Et ça a duré un long moment. Et après, j'avais un off sur la tête. Bon, un truc qui me revient à l'instant que j'avais oublié. Et Elle vous tapait à main nue? oui, elle me donnait des claques très fortes. Alors, chaque fois, ma tête s'en allait. Et il y avait le crématoire qui était très près. Quel rapport ça a entre les claques et le crématoire, je ne sais pas. Mais il y avait sûrement un rapport, mais je ne vois pas. Pendant tous ces mois que vous passez là-bas, euh, les, est-ce que vous avez, vous allez de temps en temps prendre une douche? Comment vous faites pour vous laver? Comment ça se passe? Oui, oh, il y a des douches. Il y a, il y a des douches, oui, sûrement il y a des douches. Et une fois, j'avais même un savon. Parce que les filles qui s'occupaient des valises qui étaient au commando du Canada, euh,
elle vendait contre du pain, contre, bon, si on avait besoin d'un truc qu'elle avait, une ration de pain, elle donnait. Donc, j'avais un savon, j'avais dû donner sûrement ma ration de pain du soir. Vous parliez de ce savon. Ouais, alors j'avais ce savon, et j'avais une amie que j'ai retrouvée à Paris d'ailleurs, avec qui je suis restée beaucoup, euh, qui m'avait donné, elle avait plein de pain parce qu'elle avait une copine qui était au Canada et c'était la richesse. Et j'avais un sac avec le pain et je rentre pour me laver et je dépose mon sac de pain, qui était son pain à elle. Et puis il y a une panne d'électricité et quand j'ai rallumé, ben, le sac avait disparu. Et ça, c'était... Et c'était pas à moi, enfin bon, c'était dramatique, je peux dire, ouais. Bon, mais elle n'a pas fait un drame, mon ami. C'était des choses... Alors justement, enfin, vous parlez de votre ami. euh, je voudrais que vous parliez des gestes de solidarité, d'entraide qui existent entre les déportés. C'est assez difficile parce qu'on était tout le temps séparés. Avec elle, j'ai pas été séparée à ce moment-là, mais avec elle, j'ai passé la sélection. Il y avait quelqu'un de célèbre qui a passé la sélection avec nous. Ça me ressortira après. Le nom de cette personne, Oui, mais quelqu'un de très connu. très connue, c'était une personnalité française, Oui, 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 une femme politique, je crois. Simone Veil. C'était pas Simone Veil. Ça me reviendra. Parce que, bon. Euh, Elle, cette amie à qui j'ai fait voler le pain, euh, elle a passé la sélection avec moi aussi. On était, on était trois pendant la sélection, des amis, les deux que j'ai aussi retrouvés au retour, qui sont rentrés. Et les deux ont fait la marche de la mort, et moi j'ai eu la chance d'être en wagon pour aller en Allemagne travailler en usine. Enfin, on n'en est peut-être pas là. On va y venir. Euh, non, on parlait de ces gestes de solidarité qui parfois font qu'on survit. Est-ce que il y a des exemples qui vous reviennent en tête? Alors, je vais pas être modeste. Je pense que j'ai sauvé la vie à l'hôpital, cette amie qui ne mangeait plus. Elle m'avait donné son pain, elle était vraiment mourante. Elle m'a dit, tu manges mon pain. Et je l'ai fait manger. Et elle a eu la vie sauvée. Bon, mais moi-même, je ne sais pas s'il y avait tellement de solidarité, vous savez. C'était la lutte pour la vie, chacun luttait pour sa vie, c'était déjà dur, dur. Mais là, il y a eu ce... Non. Je sais, alors là, c'est le contraire, que quand le crématoire marchait bien, il y avait des Polonaises ariennes qui applaudissaient. Ça, alors moi, j'ai été témoin de ça. C'était vraiment... C'était des politiques, je ne sais pas, elles étaient arrêtées pour quelles raisons. Pareil, elles n'étaient pas juives. Maintenant, il y avait des droits communs aussi. Et quand il y avait une grosse entrée dans le crématoire, une fois, j'ai vu qu'elle applaudissait. Enfin, je vous dis ce qui m'a frappé, que j'ai pas oublié. Hein. Il y a sûrement plein de choses. Tout à l'heure, on parlait de la violence des capots. Est-ce que il y a aussi des gardes allemandes? Oui. Euh, Est-ce que là aussi il y a des moments de déchaînement de violence?
Quand on passait à côté d'une garde allemande, fallait faire gaffe parce qu'on recevait une baffe gratuite comme ça. Mais autrement, j'ai pas vu du déchaînement. Vous n'avez pas vu de détenus se faire tuer devant vous? Non, j'ai vu quelqu'un qui a été pendu, une femme qui s'était évadée, qu'on a retrouvée plusieurs jours après ou plusieurs semaines, je ne sais plus, on nous a convoqués tous devant comment ça s'appelle? Le gibier? Le gibet. Oui. Et l'Allemand, il y a eu une altercation entre elle et l'Allemand, et elle a giflé l'Allemand. Elle savait que, de toute façon, hein, et lui, il a pris le bras et on a entendu comme il a cassé. Quand il a cassé le bras, on a entendu le crack, et puis là, elle a été pendue. Alors ça, on avait tous été convoqués devant le gibet. C'était une pendaison publique. Ouais. La seule, c'était l'évasion. Régulièrement, il y avait des sélections, donc? Moi, au mois de mars, je n'ai vu qu'une sélection. Une sélection. Mais on m'avait prévenu, surtout n'entre pas au Revire, il y a des sélections. Mais avant, en 42, 43, il y a eu beaucoup de sélections. Et moi, je pense que de mars à novembre, puisque c'est en novembre que les Russes arrivaient et qu'on nous a évacués, il y a eu une seule sélection. Je ne vais pas l'affirmer, mais moi j'ai vécu une sélection. Je ne pense pas qu'il y a eu d'autres sélections. On l'aurait su quand même. Hein. Et aussi, alors, la sélection, il y avait des gens mourants qu'on obligeait à se lever. Et ils n'avaient pas de force, ils étaient vraiment mourants. Et on les a frappés à la schlag. Et c'est elles qui étaient les plus dynamiques pour sortir, pour essayer de se sauver. Et il y a eu des scènes d'enfer, d'horreur, où on frappait les mourants, qui, elles, de toute façon, devaient passer là-bas. Qui frappait, là? Pas les Allemandes, des Aufseherinnen, c'est-à-dire des femmes comme les capots. L'horreur. Je reviens un instant sur la nourriture. Au moment où le camp, où vous allez quitter le camp, vous pesez combien? Je ne me suis pas pesée. J'étais maigre, mais je n'étais pas squelettique. D'accord. Alors que les Hollandaises ou les Hongroises, en un mois, elles devenaient des squelettes. On les appelait des musulmans. Et je crois que moi, j'ai jamais été squelettique. Je me voyais pas, mais bon, je devais être très maigre comme tout le monde, mais sauf une fois, à la fin, on est resté une semaine en wagon à bestiaux sans manger. Alors quand on s'est retrouvés là où on nous a amenés, on se reconnaissait pas tellement on était maigre. Alors là, on devait tout être complètement squelettique. Mais au camp, il fallait quand même avoir quelques forces pour nous faire faire ce qu'on faisait, enfin le travail dur. Pendant tout ce travail dans les différents commandos où vous avez été, c'était des travails tous les jours de la semaine? Tous les jours. Compris le dimanche? Non, pas le dimanche. Mais le dimanche, on n'avait pas de pain. Alors, c'était un jour sans pain. Et à midi, il y avait une casserole avec des pommes de terre. Et on se battait tous pour attraper une pomme de terre. Le dimanche? Oui, dimanche midi. Et combien d'heures de travail par jour à peu près? 12 heures, 15 heures? Il y avait déjà 4 heures le matin. Et sûrement, il y avait au moins 8 heures, je sais pas, oui. L'après-midi, c'était après le déjeuner jusqu'au soir. On n'avait pas de montre.
Avec des pauses à certains moments, aucune pause. Dans la journée, il n'y avait pas de pause. Donc on va reprendre là où on en était, donc la fin de votre déportation. Euh, Comment se passe votre sortie du camp? Alors là, j'ai eu plusieurs... Excusez-moi, je t'en prie. Excusez-moi, Je t'en prie. je voulais nous raconter une anecdote que vous m'avez racontée dehors. Avant qu'on arrive sur la fin, Madame voulait nous raconter une anecdote qu'elle m'avait... Le 17 juillet Voilà. 1944, il y avait un camp de tziganes. Il y avait un grand camp avec des familles entières qui vivaient, je pense, dehors, où il y avait peut-être des tentes, ça je ne me souviens pas, mais on voyait le camp avec les parents et les enfants tziganes qui vivaient comme ils vivent dans leur camp de tziganes. Et le matin du... Excusez-moi, vous voulez dire qu'ils étaient... Quand vous dites un camp de tziganes, vous voulez dire un camp normal en liberté? Oui, en liberté, mais ils n'étaient pas en liberté, ils étaient à Auschwitz. Ah oui, c'est ça. Ils étaient enfermés peut-être avec des fils de fer barbelés, un grand camp, parmi notre camp, dans notre camp. Et ils vivaient normalement jusqu'au 17 juillet. Et le 17 juillet, le matin, on s'est réveillés et le camp était vide. Et le crématoire brûlait, et on savait qu'il y avait eu un arrivage, un grand arrivage, et il n'y avait plus personne dans le camp des tziganes. Donc ils ont été éliminés totalement, tous, femmes, enfants, parents, grands-parents. Ils ont tous passé au crématoire le 17 juillet 1944. Parce que le 18 juillet, c'était mon anniversaire, donc je me souviens de cette date. Et quand on a vu ça, eh ben on a dit aujourd'hui c'était les tziganes et demain ce sera les juifs. Et là, on a perdu un peu espoir de sortir vivant, mais bon, on continuait à vivre. Donc ça n'a pas été systématiquement tous les juifs après tous les tziganes. Est-ce que justement, dans le camp, est-ce que vous avez des nouvelles de la guerre? On avait vraiment les nouvelles au jour le jour. Quand il y a eu le débarquement, il y avait un réseau de résistance certainement, et on avait toutes les nouvelles. Quand il y a eu le débarquement des Américains, on a su... En Normandie, en France? Oui, on l'a su. Donc il y avait des informations. Je peux dire qu'il y avait un réseau de résistance. Et je crois que c'était un réseau belge. C'est ce qu'on nous avait dit, que c'était les Belges qui organisaient cette résistance, qui avait un poste émetteur pour avoir les nouvelles au jour le jour. Comment se déroule votre sortie du camp? Comment ça se passe? Alors, la sortie d'Auschwitz, ça a été l'évacuation, l'arrivée des Russes. On entendait le canon. Surtout, on mettait l'oreille par terre et on entendait l'avance russe. Et on a même assisté avant à un bombardement américain. Sur le camp? Pas au camp des femmes, mais à côté. Il y a eu quelques bombes et après, on a espéré, on a dit on vient nous délivrer, c'est bombardé, puis il n'y a plus rien eu après. Et alors j'ai su qu'ils se sont arrêtés, je ne sais pas, soi-disant, ils avaient peur de tuer des déportés. Mais en réalité, c'était des ordres de ne pas supprimer le camp. Parce qu'ils étaient déjà là, on avait espoir, on a dit ça y est, on vient nous délivrer. Et puis après, ça s'est arrêté. Et on est resté jusqu'en novembre. Et en novembre, les Allemands ont commencé à évacuer le camp, puisque le camp risquait d'être libéré d'un jour à l'autre. Ils ont commencé à évacuer. Là, il y a eu la marche de la mort. Et moi, j'ai eu la grande chance de ne pas faire partie de cette marche de la mort. Il y avait des
un train qui nous a emmenés en Allemagne. Pourquoi vous n'avez pas fait partie de cette marche de la mort? Pourquoi vous n'en avez pas fait partie? Vous pouvez me donner une réponse? Non, non. C'était un hasard. Ceux-là partaient là et moi, avec d'autres, on a été dans un... Il n'y a pas eu une sélection? Enfin, je veux dire, vous avez... Comment ça s'est passé? Il y avait certainement une sélection quelque part, mais nous, on ne l'a pas vécu D'accord. comme une sélection. On nous a dit mis maintenant, là et puis on nous a fait monter dans un train. Et- Là aussi, je me souviens pas. Je me souviens être dans le train, mais je ne sais pas comment on y est arrivé. Je sais plus. Et le train, est-ce que vous vous souvenez si les wagons étaient du même type que, C'était des wagons en bestiaux. que ceux qui vous avaient amené? Oui, c'était des wagons en bestiaux. Et on ne nous a pas donné à manger, parce que quand on nous évacuait comme ça en train, on n'avait pas à manger. Il n'y avait que des femmes? Oui, on était un camp de femmes. Ils séparaient les hommes et les femmes, de toute Non, façon. mais dans le train, il n'y avait que des femmes. Oui, dans mon wagon, je ne sais pas les autres, mais dans notre wagon, il y avait que des femmes. Et on est resté 3 jours dans le wagon et on est arrivé dans un lieu où il y avait une usine d'armement. Et c'était comme un village allemand, puisque c'était en Allemagne, c'était près de Leipzig, où on a vécu le bombardement de Leipzig. Alors c'était quelques mois avant ce bombardement, ou quelques semaines, je ne sais plus. Et là, on a été dans c'était comme un village, il y avait une maison avec des grandes chambres, où il y avait des lits, on était couchés. Il n'y avait pas de crématoire, il n'y avait pas des blocs, les koyas, où on couchait dans les koyas, ces espèces de niches, on était tous couchés les uns à côté des autres. Là, c'était, je ne sais plus, c'était des lits où on était plusieurs dans le lit, je ne me souviens pas. Hein. Mais en face, notre maison, c'était une maison, il y avait la maison des Aufseherinnen, des Allemandes, qui nous gardaient. Et de temps en temps, elles nous jetaient du pain par la fenêtre et nous, on se jetait par terre comme des chiens pour ramasser un peu de pain qu'on nous lançait, du pain dur. Et tous les jours, on partait travailler à l'usine. Il y avait une usine à quelques 100 mètres, on allait à pied jusqu'à l'usine. Et là, on travaillait, il y avait des prisonniers allemands également qui étaient dans cette usine. Des prisonniers allemands de nationalité? Des prisonniers français. Des prisonniers de guerre, où on a un peu communiqué, mais c'était très très difficile de parler. On n'avait pas le droit de parler quand on travaillait, et on travaillait là comme des ouvriers d'usine. Moi, j'ai commencé par travailler sur une machine qui faisait des trous. Je me souviens, on faisait des trous. Bon, je ne sais pas pourquoi. Après, j'ai limé. C'était c'était une usine d'armement. C'était pas n'importe quoi. C'était pas pour nous faire travailler. C'était pour travailler pour l'usine allemande. Et on faisait des pièces en métal. Et j'ai même appris à souder à l'arc, puisqu'on avait un machin. Bon, on travaillait à l'usine, et là, ça a été de novembre à avril. Les conditions là Il n'y avait pas le crématoire, et on était beaucoup plus sereine, entre guillemets. On n'avait pas la peur du crématoire et la peur des sélections. Est-ce que vous étiez mieux nourris? Je pense que c'était pareil, qu'il y avait une soupe à midi et du pain le soir. Mais je ne me souviens pas ce détail vraiment précisément. Il y avait encore des capots là, à ce moment-là? Ah ben oui, c'était que des Allemandes. Ouais. Mais c'était quand même moins cruel qu'à Auschwitz. Moins violent? Moins violent. On travaillait à l'usine. Alors on travaillait 12 heures le jour et 12 heures la nuit. Et la nuit, alors le jour, on ne pouvait pas dormir parce qu'il y avait
des commandos, des poux, on nous épouillait, ou on nous traitait avec des produits contre les poux. Et il y avait un bruit terrible la nuit. Le jour, quand on était censé dormir, puisqu'on travaillait la nuit, c'était 12 heures le jour, 12 heures la nuit, une semaine le jour, une semaine la nuit. Et quand on était de nuit, c'était de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Et on n'avait rien à manger, on nous donnait rien à manger. À minuit, il y avait une petite pause. Et on se couchait toutes par terre pour dormir un quart d'heure et après on recommençait jusqu'à 6 heures du matin. C'était physiquement très dur parce qu'on était, on n'était pas nourris pratiquement. Et il fallait travailler et on travaillait sous les ordres des Allemands qui étaient les chefs d'usine. Je ne sais pas comment on les appelait. Et chaque soir, chaque matin, on rentrait. On avait soi-disant le temps pour se reposer, mais comme on ne dormait pas, la nuit, on était complètement épuisés. Épuisés, et puis on avait faim. Ça, je me souviens qu'on avait faim. Parce qu'on n'avait rien à manger. On travaillait de 6 heures du soir à 6 heures du matin à travailler dur, parce que c'était un travail physique. Et on rentrait le matin pour se coucher. Mais il y avait des commandos de toutes sortes de... Je sais qu'il y avait le commando pour les poux, pour essayer d'éliminer les poux. Il y avait des poux partout ? On avait des poux, j'imagine, mais on avait des désinfectants. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir souffert des poux. Mais il y avait le commando pour les poux, je sais, pour nous désinfecter, pour tuer la vermine, pour pas nous laisser. On allait travailler en usine avec des civils allemands qui travaillaient. C'était une vraie usine. Et c'était tout près, c'était à quelques kilomètres de Leipzig, parce que quand il y a eu le bombardement, on voyait les bombes et on croyait que les bombes étaient sur nous. Mais elles étaient pas loin en tous les cas, mais on n'a jamais reçu de bombes. Et l'Allemande, qui devait avoir une peur folle, elle disait tout le temps « Keine Angst, ça voulait dire « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». C'était comme si elle avait peur pour nous. Elle avait peur pour elle. Mais on était enfermés dans le bloc, dans la maison, on était enfermés, et elles étaient dehors. Mais on attendait la fin de l'alerte, enfermés. Et si une bombe était tombée, on était aux premières loges. Est-ce que vous aviez des contacts avec les civils allemands, la population civile ? J'ai eu quelques contacts avec des prisonniers de guerre français. D'accord. Mais on n'avait pas le droit de se parler, mais il y a eu quelques contacts. Et il y a même un Français qui est parti voler des pommes de terre dans un champ, et ses copains nous ont dit qu'il a été tué, pris en flagrant délit, et qu'il a été tué. À quel moment donc cet endroit et à quel moment vous êtes libérés ? Alors, on n'a pas encore été libérés là. L'Allemande nous disait on va vous protéger, les Russes arrivent, donc on ne vous laisse pas entre les mains des Russes, on vous emmène. Alors là, on a été dans un wagon. Là aussi, je ne me souviens pas comment. On se retrouve dans un wagon où là, il y en a une qui est devenue folle et qui hurlait, qui disait on s'en va, et je vois une plaine avec des crématoires. Une Belge, elle avait complètement perdu la tête. Et on partait, on est parti 8 jours. On nous a donné un peu d'eau et du sucre. Une fois par jour, on avait un peu de sucre pour qu'on arrive quand même vivante. Mais je peux dire qu'on n'a rien mangé à part un peu d'eau et un peu de sucre. Et il y avait sûrement un seau, parce que là, je ne me souviens pas qu'on nous faisait sortir, on ne nous faisait pas sortir. Et là, ça a duré 8 jours. 8 jours. Et on est arrivé à Theresienstadt. Alors là, ça a été comme une libération déjà, parce qu'à Theresienstadt, on est arrivé et il y avait
des gens habillés, maquillés et tout, les gens de Theresienstadt. C'était un vendredi 13 avril qu'on est arrivé à Theresienstadt. Non, on est parti vendredi 13 d'Allemagne, et je crois que ça s'appelait Willstadt, hein, à côté de Leipzig, et on est arrivé à Theresienstadt 8 jours après, donc on a dû arriver début mai. On n'est pas resté longtemps à Theresienstadt, c'était déjà, on a été reçus avec un colis de la Croix-Rouge, et là on a commencé à manger. Quand on est arrivé après ces 8 jours d'enfermement, on était méconnaissables, tellement on n'avait plus que les os et la peau. Là, on était vraiment squelettiques. Et avec ce colis, il y avait du sucre, il y avait des bonnes choses. On a commencé à manger un peu. Et du 20 avril au 8 mai, il y avait encore les Allemands. Là, on couchait dans des maisons. Je me souviens pas les lits, mais c'était des maisons normales. Il n'y avait pas la peur. Et il y avait les Allemands qui étaient là, qui ne criaient plus. Enfin, ils étaient déjà prêts à se rendre, j'imagine. Donc, le 8 mai, le matin, on ouvre les yeux. Il n'y avait plus du tout d'Allemands dans le camp et les portes du camp étaient ouvertes. Et là, on a vu les Russes qui défilaient avec des camions, des motos et tout. Et ces Russes, ils étaient assez effrayants, ils avaient l'air mauvais, avec des grandes moustaches. Ça devait être des Caucasiens, je ne sais pas d'où. Ça, c'est le 8 mai. 8 mai. Oui, le 8 mai. Ça a été le jour de l'armistice. Les Russes passaient devant ce camp. Et ils sont rentrés dans le camp? Non, parce que nous, on est sortis à 2 avec une copine qui avait 2 fois mon âge. Et elle m'a dit, allez, on sort. Et heureusement, parce qu'après, il y a eu le typhus dans le camp et il y avait une quarantaine pour les gens. Et j'ai même une copine qui a vécu la quarantaine du typhus. Donc vous n'étiez plus avec elle? Nous, on est partis et on a fait du stop avec un motard. Il y avait un sidecar et puis moi, un sidecar de l'armée russe? Oui. On est partis avec eux. C'était fou. Ils nous ont emmenés dans un petit bois et ils nous regardaient très férocement. Et ils ont mangé. Et nous, on était là à les regarder manger. Ils nous ont rien donné. Et ils attendaient les officiers. Et quand les officiers sont venus, ma copine qui parlait allemand a discuté avec eux. Ils voulaient absolument nous emmener chez eux. Et elle a discuté, et ils nous ont emmenés à Prague, et ils nous ont laissés. Et à Prague, c'était déjà les Américains qui étaient là. C'était vraiment la fin, vraiment la fin. Le 8 mai, il y avait les territoires étaient tous libérés, soit par les Russes, soit par les Allemands. Je pense qu'il y avait même des Anglais quelque part. Mais nous, on a eu les Russes et les Américains. Et les Américains, on a failli être violés par des Américains qui voulaient nous donner à manger et ils nous emmenaient dans des sous-sols. Et puis, avec ma copine, on descendait. Elle me dit, mais où est-ce qu'ils nous emmènent, hein? On remonte, on ne va pas descendre. Et on n'a jamais eu à manger. Donc, leurs intentions n'étaient pas très pures. Et je pense qu'on a vraiment échappé à un viol. Ça, c'était à Prague? Le 8 mai à Prague. Le 8 mai. Après, on a été dans divers camps de rapatriement parce qu'on ne pouvait pas être rapatrié. On ne pouvait pas s'en aller comme ça. On ne savait pas. Hein. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'habits, on n'avait rien. On n'avait pas de nourriture. Vous êtes allé dans différents camps? Oui, mais là, on a eu un camp... c'est très vague, américain. Là, j'ai attrapé des poux pour la première fois. Dans ce camp, il n'y avait pas d'hygiène et il y avait des poux. Vous n'en aviez jamais eu avant? Non. Bon.
parce qu'on avait chaque mois la désinfection. Mhm. Et chaque mois, on passait sous la douche et la désinfection, et les vêtements étaient aussi désinfectés. Et on nous redonnait les vêtements qui sortaient de la désinfection, trempés, et on nous donnait ça pour nous rhabiller. À quel moment vous êtes revenu en France alors? Euh, C'est une date qui aussi est effacée. Je crois que j'ai mis 3 semaines. D'accord. 8, Et- vers la fin du mois de mai. Quand vous revenez en France, vous allez où en premier? À Lutetia. Au Lutetia? Ouais. Et il y avait tous les gens qui regardaient si leur famille était là. Et moi, les camarades avec lesquels je suis arrivée à Lutetia, je leur ai demandé de téléphoner à un numéro. C'était le numéro de mon père, du bureau de mon père. C'est le seul numéro que j'avais gardé en tête. Et il y avait quelqu'un. Et la personne qui a appelé lui a dit que j'étais vivante. Alors, ma famille ne voulait pas le lâcher, mais enfin, en fin de compte, bon, il s'est dépatouillé. Et après, j'ai tout de suite retéléphoné. Et puis, on m'a dit, tu prends le métro, tu fais ça et ça, pour arriver au bureau de mon père. Vous êtes allé au bureau de votre père? Oui, Et là, vous avez retrouvé votre père? mon père et mes sœurs, ma famille, personne n'avait été déporté. À part votre frère et vous? Oui. En fait, eux, ils étaient restés cachés à Limoges et dans les environs? Non, ils sont partis. Ils sont Il partis y avait d'où? eu les scellés sur la maison. Et ils sont partis, je ne sais pas où, chez des cousins, enfin, quelque part en France. Et je sais que ma sœur aînée, avec ses enfants, s'est retrouvée à Paris, avec des faux papiers. Et elle était avec son mari, qui avait un autre nom qu'elle. Et elle était très honteuse d'être avec un homme sans être mariée, par rapport à la concierge, je ne sais où. Elle a raconté ça. Et ma sœur, elle a 103 ans maintenant. Et elle a un peu perdu la mémoire, mais elle a toute sa tête. Tout à l'heure, en commençant cet entretien, vous disiez, vous parliez de votre arrestation à Limoges, vous parliez de la prison de Limoges, et vous disiez que vous aviez reçu une lettre d'un garçon que vous fréquentiez Oui. et qui vous avait écrit qu'il allait vous attendre. Et il m'a attendu. Il était là quand je suis revenue. Il était à Limoges, mais il est venu à Paris Il est venu à Paris. pour m'attendre. D'accord. Et on s'est mariés fin 45. Donc vous vous êtes revus et vous vous êtes mariés après. Oui, oui. Je me suis mariée avec un inconnu, au fond. Après ça, bon, on ne se connaissait pas, mais mon mari, c'est toujours mon mari qui est malade depuis des années à la maison, mais c'est toujours le même. C'est lui qui m'a sauvé la vie, et moi, je le garde en vie autant que je peux. Pour vous, c'est lui qui vous a sauvé la vie? C'est-à-dire que c'est vraiment... Oui, j'ai considéré que ça a été très important dans mon désir de rentrer. C'est-à-dire que dans les moments les plus durs, vous pensiez à ça pour vous raccrocher à la vie? J'y ai pensé, mais dans les moments durs, je pensais à rien. Je pensais pas à personne. Là, au moment de la sélection, on tremblait de peur. Bon, on pensait pas. On pensait, est-ce qu'on va aller à droite ou à gauche? À droite, c'était le crématoire. À gauche, c'était la vie. Vous avez eu des enfants avec votre mari? Oui, j'ai 3 enfants. Vous avez eu des fils? J'ai 2 fils. Et comment vous les avez appelés, vos fils? Les prénoms de vos fils? Daniel et Pierre. D'accord. Donc ça, ce sont vos enfants? Et j'ai une fille trisomique au milieu, D'accord. qui s'appelle Anne. Je peux vous demander le prénom de votre frère qui est mort à Auschwitz? André, André? oui. André Schwarzenberg. Donc, votre mari, lui, n'avait pas été déporté, n'a pas été déporté. Non. Il avait été... la Gestapo était venue, il vivait avec sa mère, et il travaillait en usine là, à ce moment-là. Et le voisin est venu le prévenir à son travail que la Gestapo était venue, qu'il ne fallait plus qu'il rentre chez lui,
Ils avaient mis les scellés et c'est un collègue de l'usine qui les a cachés, lui et sa mère, pendant quelques mois. Et ils font partie des Justes et sur le mur des Justes, il y a leur nom de ces gens-là. Quand vous êtes revenu d'Auschwitz, est-ce que vous avez raconté Jamais. ni à vos parents, ni à votre mari ce que Non. vous aviez vécu? Non. J'ai commencé à parler il y a une dizaine d'années. Avant, rien. J'ai été interviewée par mon petit-fils. Oh, il y a 10. Attendez. Il y a 10-12 ans, où mon petit-fils m'a dit, écoute, je voudrais que tu me racontes. Et il a pris une cassette, il a enregistré et il a fait un CD de ce que j'ai raconté. Avant ça, vous n'aviez jamais raconté ce Non, qui vous jamais. était arrivé? Et là, j'ai commencé à me souvenir par nécessité pour quand même transmettre. Oui, j'allais vous demander qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez jugé nécessaire de parler? C'est pas moi, j'ai été sollicitée par un neveu qui travaille dans une école juive et qui m'a demandé de venir parler, qu'il y avait beaucoup de déportés qui venaient parler. Et bon, j'ai fini par accepter. Et j'ai été 2 fois dans cette école juive, mais je trouvais que les élèves n'étaient pas tellement... Ils devaient être assez informés et les questions n'étaient pas intéressantes. Enfin, j'ai Les pas questions qu'ils vous posaient n'étaient pas intéressantes? Oui, ça n'avait... Bon. Et puis ça chahutait, enfin, c'était pas... Oui, mais C'était dur. en même temps, j'imagine qu'il y a avant même ce que vous venez de raconter, il y a des gens qui vous ont interrogé. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous étiez sollicité pour raconter. Pourquoi le faire? Pourquoi attendre si longtemps? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, voilà, maintenant il faut que je parle? Parce que j'ai vieilli et je me suis dit, il faut quand même qu'on sache, que le monde sache ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que je suis là aussi, que tant qu'on est en vie, il faut que les témoins témoignent de ce qui s'est passé. Mais je ne pense pas que j'ai parlé tellement avant. Mes fils me reprochent de n'avoir jamais parlé. Et Alors justement, sur vos fils, vous dites, mes fils me reprochent. oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, vos fils vous disent... Il n'y a pas longtemps, mon fils aîné m'a dit, parce qu'il s'intéresse surtout aux Roms, et j'ai dit, mais un jour même, il me raconte qu'il y a une femme Rome, il est médecin, alors il va soigner les Roms, et qu'il y a une femme Rome qui a été à Auschwitz, qui raconte, etc. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as oublié que j'étais à Auschwitz? Alors il était... Bon, blême, il m'a dit, bah, bien sûr que non, mais tu ne m'as jamais rien raconté. Presque comme un reproche. Oui, comme un reproche. C'est-à-dire que moi, je lui reprochais un peu de s'intéresser plus aux Roms qu'aux histoires des Juifs. C'était pas un reproche, mais quand même, j'étais étonnée. Alors, bon, qu'il s'intéresse à des gens qui ont souffert, je trouve ça très bien. Mais quand même, qu'il fasse comme s'il ignorait que sa mère avait été déportée. Ou alors, ça leur est insupportable à mes fils. Je sais que mon plus jeune fils a dit à ses copains, avec ce qu'elle a passé, j'aurais envie de tuer des Allemands. Lui, le jeune. Mais l'autre, il s'occupe des Roms. C'est un genre de substitution d'un truc sur un autre. Mmh. C'est le même sujet, c'est la même souffrance. Donc, à aucun moment, quand vos enfants étaient petits ou adolescents, les choses étaient dites, c'est-à-dire ils savaient que vous aviez été déporté, ça vous l'avez pas caché, mais vous n'avez jamais, à aucun moment,
fait de récit de ce qui vous était arrivé? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je voulais pas faire porter à mes enfants le poids de ma souffrance. Ça m'était insupportable. D'ailleurs, dans ma famille, j'ai pas tellement raconté. Parce que si je parle de ma souffrance, bon, c'est la souffrance de quelqu'un, mais quand c'est ma famille, c'est une souffrance à partager. Et moi, je trouvais pas utile de faire partager ma souffrance. Par contre, je trouve utile de témoigner pour... Mais cette souffrance dont vous parlez, pendant longtemps, vous avez l'impression que vous l'avez refoulée, que vous l'avez tue, et qu'elle est revenue plus tard, ou elle a toujours été là? Oh, elle a été là. Dès le retour? Oui, parce que je peux dire que chaque jour, depuis toujours, j'ai des images d'Auschwitz qui me traversent l'esprit. Dans la journée, la nuit aussi? Non, la nuit je dors. La nuit, vous dormez? Oui, non, j'ai jamais fait de cauchemar. Je touche du bois. Non, il n'y a pas de bois. Mais je dors. Et peut-être que c'est grâce à mon silence que je sais pas. Je sais pas. Il y en a pour qui tout ressort la nuit. Moi, c'est pas ressorti la nuit. Vous, c'est le jour, c'est des images. Ah oui, ça, je peux dire que chaque jour, même maintenant, j'ai des flashs comme ça de souvenirs. Ça me permet de parler, de pouvoir raconter des choses qui sont encore vivantes en moi. Tout ce que je dis, c'est très vivant. C'est pas des souvenirs, un souvenir comme un souvenir. Et ces images-là, ces flashs, vous ne les avez partagés ni avec votre mari, ni avec vos enfants? Non. Non. Mon mari, il m'a jamais posé de questions. Non. J'ai eu envie d'épargner les miens. J'ai eu pas envie d'étaler. Il y a aussi une espèce de pudeur à ne pas parler de soi, de sa souffrance. Est-ce que cette expérience, elle a modifié votre relation à votre identité? Est-ce que, par exemple, est-ce que ça a modifié votre rapport à la religion? Pas du tout. Pas du tout. La religion, j'étais pas tellement religieuse et je le suis de moins en moins. Par tous les excès de cette religion qui devient excessive partout, même autour de moi, dans ma famille. Comme j'ai pas été tellement croyante. Votre mari non plus ne l'était pas? Il était fils de rabbin, mon mari. Mais très, très renfermé. Alors là, mon mari, pour Kippour, il partait se promener tout seul. C'est sa manière de se montrer juif. Ouais. Mais on n'allait pas tellement à la synagogue. Moi, j'ai essayé et j'avoue que ça m'apportait rien. Enfin. Et vos enfants? Alors, mon fils aîné est marié à une non-juive, donc il s'intéresse aux Roms spécialement et pas aux Juifs. Et le plus jeune est anti-religieux. Enfin, je pense que les deux gardent leur identité juive. Et ma fille trisomique revendique son judaïsme. Et à Kippour, c'est la seule à à jeûner. Et qui est-ce qui lui a enseigné? Je ne sais pas. Comment elle a senti tellement fort son identité. C'est très mystérieux. C'est vrai que je l'ai emmenée quelquefois à la synagogue et elle appréciait, elle aimait bien. Pas trop, mais quand même, peut-être que ça l'a ouvert à quelque chose qui lui parle. Mais on n'a pas cherché du tout à lui transmettre quelque chose. Et maintenant que vous témoignez,
de votre expérience, de votre parcours, est-ce que vos enfants ont entendu ces témoignages? Euh, mon petit-fils a fait un CD Ouais. et je l'ai donné à mes enfants. Maintenant, il y a une femme qui était avec moi, qui a vécu la sélection, qui raconte son histoire, qui est aussi la mienne, pour ainsi dire la même, euh, qui s'appelle Suzanne Birnbaum, qui est un livre, un témoin qui a été écrit en 1945, quand elle est rentrée du camp. Elle a écrit exactement tous ses souvenirs, alors beaucoup plus vivants que moi maintenant. Et j'ai rouvert ce livre et je n'ai pas supporté la transmission de cette souffrance qu'elle avait vécue et que j'ai aussi vécue. J'ai pas pu le lire. Par contre, mes enfants l'ont lu. Mais mes enfants ne cherchent pas trop à savoir. Ils cherchent pas trop à savoir, oui, c'est ça que je voulais Non, vous demander. non, Ils lisent pas autour de ces questions-là, ils se sont pas spécialement documentés je crois là-dessus. pas. Non. L'aîné, pas du tout, ça je suis sûre. Et le jeune, c'est un musicien. Bon, L'aîné, c'est celui qui s'occupe des Roms, oui, qui est médecin. oui. Oui, mais il s'occupe des Roms aujourd'hui. Ou il s'occupe aussi de l'histoire des Roms. L'histoire des Roms. L'histoire des Roms. Oui, oui. Il est président d'une association de De défense des Roms de et défense. bon, il a une activité D'accord. militante. Hum. Et donc de l'identité des Roms aussi. Oui, Mm. oui, bah, c'est bien, pourquoi pas. Hum. J'aurais aimé aussi qu'il s'intéresse un peu à moi, mais bon, ça va de soi pour lui, mais bon. Merci beaucoup. De rien.